Bonjour, mon nom est Maude Sigouin, je suis coordonnatrice des services éducatifs à la Société Alzheimer de Montréal. Alors, on poursuit les capsules de séries d'apprentissage pour vous aider à accompagner et intervenir auprès des personnes atteintes de troubles neurocognitifs en cette période de pandémie. Donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder ensemble, ça va être les approches spécialisées qu'on peut utiliser avec les personnes atteintes. Donc, juste un rappel par rapport à l'approche, il y a une capsule aussi sur l'approche centrée sur la personne. Mais l'approche, en fait, stipule qu'il faut se concentrer sur les capacités et les aptitudes de la personne. Évidemment, quand on intervient auprès des personnes atteintes en milieu d'hébergement, notre regard va tout de suite se porter vers les pertes de la personne parce qu'on est en fait là pour notre rôle, en fait, c'est vraiment de pallier à ces pertes-là et de soutenir la personne, de l'accompagner. Mais ça va être super important de se donner des moments pour vraiment se concentrer sur les capacités de la personne et ses aptitudes pour nous permettre de pouvoir les utiliser le plus possible et de valoriser la personne aussi. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est les stratégies d'intervention de communication. On va en voir 3. Donc la stimulation sensorielle, l'orientation à la réalité et la validation. Ce sont des stratégies que vous pouvez utiliser à tout moment avec des personnes atteintes pour rentrer en communication avec eux. Mais bien sûr, il faut les adapter à la situation quand ça se présente. Puis c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, tout d'abord, la stimulation sensorielle. Donc, la stimulation sensorielle, qu'est-ce que c'est? C'est une approche qui est très valorisée pour les personnes atteintes qui sont plus à un stade avancé ou qui peuvent avoir des comportements qui sont déroutants. Donc, pour mieux connaître les stades et les comportements déroutants, bien, je vous invite à regarder les capsules sur justement la maladie d'Alzheimer et sur les comportements déroutants. Les activités de stimulation sensorielle doivent évidemment être adaptées et dosées aux capacités et au rythme de la personne. Ça peut être, par exemple, c'est vraiment tout ce qui stimule les sens. Donc, que ce soit le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue, c'est vraiment important de stimuler ces sens-là. Donc, que ce soit de faire goûter à la personne, de vraiment parler de ce qu'on mange pour qu'elle ressente ça, de lui faire sentir des odeurs qui sont agréables. C'est vraiment, on peut vraiment stimuler la personne au niveau sensoriel avec plusieurs activités de la vie quotidienne. Par exemple, ça peut être simplement de noter l'odeur du café. Ah, ça sent bon le café aujourd'hui, est-ce que vous le sentez? Puis là, la personne peut faire l'effort de sentir et ça peut stimuler d'une façon positive. C'est à noter que la surcharge sensorielle est souvent inadéquate dans plusieurs milieux pour les personnes atteintes. L'environnement physique, le bruit, l'éclairage. Les personnes atteintes vont parfois devenir hypersensibles à tous les stimuli. Parce que parfois, certains sens sont peut-être moins alertes. Donc, ça va faire en sorte que d'autres le sont plus. Donc, parfois, quand il y a des environnements qui ont beaucoup de bruit, c'est difficile pour la personne. Quand il y a beaucoup d'éclairage, quand c'est très clair, ça peut devenir difficile pour la personne. L'environnement humain aussi qu'on leur offre peut être un peu difficile. Par exemple, s'il y a des passages fréquents de personnes devant leur chambre, s'il y a beaucoup de bruit, les personnes vont être très sensibles à ça, en fait. Donc, on va essayer de faire la stimulation sensorielle le plus adaptée possible à leur situation. Donc, on a une petite mise en situation ici. Madame Lambert mange à sa chambre lors des repas. Vous lui apportez son repas, mais lorsque vous revenez la voir au bout de 15 minutes, elle n'a pas commencé à manger. Elle regarde la télévision. Évidemment, en période de pandémie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mangent à leur chambre, mais pour les personnes atteintes, ça peut être extrêmement difficile parce que toute l'initiative de manger par eux-mêmes peut être vraiment ça peut être vraiment moins facile pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là? Si on revient et on s'aperçoit que madame n'a pas mangé, on peut lui demander, par exemple, madame Lambert, permettez-vous de m'asseoir avec vous quelques minutes? Aimeriez-vous que je mette un peu de musique?
en fait, l'offre de la musique, c'est vraiment pour pouvoir fermer la télévision. Parce que quand une personne doit se concentrer à une tâche, on va essayer le plus possible de réduire les stimuli. Donc, si on réussit à ce que madame accepte de fermer la télévision tout simplement, ça serait peut-être même l'idéal. Mais si vous voyez que de lui enlever ça peut créer de l'anxiété ou peut amener un refus, on va offrir quelque chose d'autre à la place, comme mettre de la musique avec un volume qui est quand même très bas. On va l'inviter à manger en lui parlant du repas. Par exemple, c'est du poulet. Aimez-vous ça, le poulet? Je pense que c'est des bons morceaux de poulet aujourd'hui. Peut-être de stimuler un peu ses goûts peut l'aider. On peut ajouter, évidemment, des indices non-verbaux. Donc, ça peut être aimeriez-vous manger? On va montrer vraiment le signe de manger. On va sentir peut-être le repas, lui proposer de le sentir. Puis une fois une fois que l'action est commencée, bien, ce sera plus facile ensuite pour madame de poursuivre. Parfois non, mais parfois ça peut vraiment aider de juste aider la personne à être consciente des sens qui l'entourent. Puis ensuite, elle pourra peut-être poursuivre plus par elle-même. On poursuit avec l'orientation à la réalité. Là, c'est un peu caché, je suis désolée, mais en fait, c'est l'orientation à la réalité. C'est une approche qui est utilisée pour aider la personne à se situer dans le temps, dans l'espace ou par rapport aux personnes qui l'entourent. Comment on fait ça? En fait, c'est vraiment par le biais d'une stimulation qui est douce et quotidienne. Donc, quand on dit douce, ça peut être des indices qu'on donne à la personne, mais on ne va pas contredire la personne. C'est vraiment important de faire la nuance. Par exemple, si on va aider la personne à se lever, mais on peut lui dire bon matin, donc ça va lui donner l'indice que c'est le matin. On peut peut-être lui parler de ses enfants. On peut lui dire que c'est une belle journée de printemps aujourd'hui. Bien, vraiment pouvoir lui donner des indices qui sont doux. Mais si la personne, par contre, nous mentionne que c'est l'hiver, bien, on ne va pas la contredire en lui disant que non, c'est le printemps, parce que là, ça peut créer une anxiété qu'on ne veut pas créer avec la personne. Si la personne nous dit qu'elle n'a jamais eu d'enfant, bien, on ne va pas non plus la contredire pour lui dire qu'elle en a eu. Donc, on peut lui donner des indices, mais on ne contredit pas. Donc, ça peut être d'avoir un calendrier dans sa chambre. J'imagine que dans les milieux où vous êtes, il y a des endroits où qui est indiqué les dates. Donc, ça peut aider les personnes à se rappeler, à s'orienter un peu plus. Donc, on se rappelle qu'on donne des indices, mais vraiment, on ne contredit pas si la personne n'est pas vraiment dans la réalité en ce moment. Ça va? Donc, une mise en situation qui arrive assez souvent, je pense. Donc, Mme Lambert vous mentionne vouloir retourner à sa maison chez elle. Elle est persuadée de ne pas l'habiter ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer vraiment de questionner le besoin derrière la demande. Quand on veut retourner chez soi, c'est souvent pour répondre à un besoin qui est assez primaire, souvent. Si on ne reconnaît pas l'endroit dans lequel on est puis on veut s'en aller chez nous, c'est peut-être parce qu'on est fatigué. C'est peut-être parce qu'on a faim, parce qu'on a soif, parce qu'on va aller à la toilette. Donc, on va vérifier ça avec la personne, en fait. On ne va pas contredire madame et lui dire qu'elle habite ici depuis plusieurs années, que toutes ces choses sont ici. Vraiment, c'est trop brutal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment demander à madame s'il y a quelque chose qui l'inquiète. On peut aller à sa chambre avec elle, regarder des photos, des objets personnels, voir si ça revient. Si ça ne revient pas, on ne raisonne pas et on ne contredit pas la personne. On peut faire un peu de diversion, donc inviter madame à faire une tâche pour nous aider, que ce soit plier des barbouillettes, lui permettre de faire quelque chose, la rassurer en lien avec le moment présent. Donc, lui dire que, en ce moment, on peut rester ici pour l'instant, que vous êtes contente qu'elle soit là, qu'elle peut vous aider, de lui dire, de vraiment voir qu'est-ce qui l'inquiète. Si elle dit que ses enfants, elle ne sait pas où sont ses enfants, on peut peut-être lui proposer d'appeler ses enfants. On peut l'inviter aussi peut-être à se reposer, lui dire qu'il y a un lit qui est disponible pour elle si elle veut se reposer. On peut lui offrir quelque chose à boire aussi, quelque chose à manger si c'est possible. Mais vraiment d'essayer de voir qu'est-ce qu'elle a besoin. Peut-être de lui montrer la salle de bain aussi, ça pourrait calmer ça. Mais souvent, quand la personne dit qu'elle veut retourner chez elle, c'est qu'elle veut répondre à un besoin. Donc, d'essayer de trouver ça, ça peut vraiment aider. Voilà. La validation.
Il y a deux types de validation. En fait, il y a la validation émotionnelle, donc qui est une approche qui consiste à rechercher l'émotion dans le message et de reconnaître et valider les sentiments exprimés. Donc, souvent, on utilise beaucoup la diversion avec les personnes atteintes. Par exemple, si une personne semble anxieuse, stressée, triste, on va souvent lui proposer quelque chose pour lui changer les idées. Ça peut être bien, mais avant de faire ça, il faut aller valider ce qu'elle vit. Même si on ne comprend pas nécessairement d'où ça vient, on peut simplement refléter un peu. Par exemple, dire à madame qui a de la peine, ah, ben, vous semblez triste, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète? Je comprends que ça n'a pas l'air facile aujourd'hui. De vraiment pouvoir lui permettre d'exprimer ça. Parce que si on se met dans la peau d'une personne atteinte, et même nous, en tant que personne non atteinte, si on vit une émotion difficile, puis quelqu'un tente de nous inviter à faire autre chose, puis qui n'écoute pas notre émotion derrière, bien, ça peut devenir frustrant, puis on ne se sent pas écouté, donc notre émotion reste. Hein? De contenu aussi, la validation de contenu, c'est une approche qui consiste à entrer dans la réalité de la personne atteinte. Si la personne nous parle de ses parents qui sont décédés, bien, on va simplement l'écouter, puis je vais vous donner des trucs dans la mise à situation sur comment répondre. Si la personne nous dit qu'elle doit aller travailler, puis on sait très bien qu'elle ne travaille plus depuis plusieurs années, on va questionner ça, mais on ne va pas la contredire en lui disant que ça fait plusieurs années qu'elle ne travaille pas. Donc, les sentiments de la personne atteinte sont réels, peu importe d'où viennent ces émotions-là. Donc, c'est vraiment important de se rappeler de ça. Même si l'événement n'est pas arrivé, dans notre réalité, mais la personne l'a vécu comme si c'était arrivé, il faut respecter ça puis faire comme si c'était un vrai événement et de valider ces émotions-là, ce contenu-là. On ne contredit pas la personne. Donc, la mise en situation, c'est Madame Lambert vous mentionne vouloir parler à sa mère que vous savez décédée. Donc, on ne va pas dire à Mme Lambert que ça fait maintenant 20 ans que sa mère est décédée. On ne va pas tenter de la raisonner ou de la ramener dans la réalité. On peut simplement lui mentionner que vous ne connaissez pas sa mère, mais vous aimeriez qu'elle vous parle d'elle. Comment elle était, votre mère? Comment elle est? Donc, vérifiez si elle a des inquiétudes qui sont associées à cette demande-là. Parce que quand quelqu'un veut parler de ses parents, souvent, c'est qu'il y a un besoin, il y a un ennui. Peut-être qu'elle a simplement besoin d'en parler avec quelqu'un. Puis, ça va apaiser son besoin. Si on arrive et on tente de l'orienter dans la réalité, ça va un peu faire l'effet contraire, en fait. Madame va se sentir encore plus anxieuse si là, elle vous dit qu'elle veut parler à sa mère, puis là, on lui annonce que sa mère est décédée. C'est vraiment brutal. Donc, on va essayer de questionner s'il y a quelque chose qui vous inquiète, qu'est-ce qu'elle aime faire, votre mère, tu sais, d'essayer de justement permettre à la personne de parler. On ne va pas non plus aller trop loin dans la validation en disant, par exemple, ben, votre mère s'en vient dans quelques minutes, dans quelques heures, votre mère va être là demain. C'est pas ça le but. C'est juste de comprendre sa réalité sans non plus la nourrir d'une façon qui amène des menteries, en fait. Voilà. Donc, ça fait le tour pour cette capsule. Si vous avez des besoins d'informations, si vous avez besoin d'idées d'intervention aussi, les sociétés régionales Alzheimer sont présentes. Donc, je vous invite à écrire à l'adresse qui est ici ou d'aller visiter le site web. Mais les sociétés sont aussi présentes pour les professionnels de la santé. Puis on sait que présentement, vous avez besoin de soutien. Donc, si vous avez des situations que vous ne savez pas comment intervenir, vous avez besoin d'outils aussi, les sociétés sont présentes. Donc, je vous invite à nous appeler. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions et de pouvoir vous soutenir le plus possible. Merci beaucoup.